Sergueï Lavrov a affirmé que les objectifs de Moscou ne se limitaient plus uniquement à l'est de l'Ukraine. En Italie, Mario Draghi obtient la confiance du Sénat, mais le boycott de ses trois principaux alliés de la coalition condamne les chances de survie du gouvernement. Plusieurs régions du sud-ouest de l'Europe sont toujours touchées par des feux de forêt et de fortes chaleurs, malgré une légère baisse des températures. 70% de la Roumanie est actuellement touchée par la sécheresse. Résultat, des lacs disparaissent. Reportage dans ce journal. Le Slovène Pogačar remporte la 17e étape du Tour de France, mais son rival, le Danois Vingegaard, reste en jaune. Le duo poursuit sa lutte au sommet des Pyrénées. Près de 5 mois après le début de son offensive, la Russie élargit ses objectifs en Ukraine. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé ce mercredi que les objectifs des forces russes ne se limitaient plus uniquement à l'est de l'Ukraine, mais concernaient également d'autres territoires. Selon Moscou, la situation aurait changé sur le terrain. Désormais, la géographie est différente. Ce ne sont plus seulement les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Ce sont aussi les régions de Kherson, de Zaporizhzhia et une série d'autres territoires. Et ce processus continue de façon constante. Nous ne pouvons pas permettre que la partie de l'Ukraine que Zelensky contrôlera ou celui qui le remplacera dispose d'armes qui représenteront une menace directe pour notre territoire. Pendant ce temps, la première dame ukrainienne, Olena Zelenska, en visite aux États-Unis, a demandé davantage de livraisons d'armes afin de lutter contre l'invasion russe. Je demande maintenant quelque chose que je ne voudrais jamais demander. Je demande des armes. Des armes qui ne seraient pas utilisées pour faire la guerre sur la terre de quelqu'un d'autre, mais pour protéger sa maison et le droit de vivre chez soi. Ces dernières semaines, l'armée russe a avancé dans le Donbass, faisant notamment sauter le double verrou de Severodonetsk et de Lysychansk. La chute de ces villes ouvre la voie aux troupes russes pour avancer plus à l'ouest dans la région de Donetsk. Arrêter les importations d'or venues de Russie. L'Union européenne a approuvé mercredi l'ajout de cette interdiction aux sanctions déjà prises. Les 27 interdiront d'importer le précieux métal ainsi que les bijoux qui en découlent. L'or est la deuxième source de profit russe après l'énergie. L'Union s'aligne ainsi avec ses partenaires du G7. Cette décision fait partie d'une série de mesures dont l'objectif est de s'assurer que les sanctions précédentes sont bien mises en œuvre et empêchent plus encore Moscou de financer son invasion de l'Ukraine. Les 27 vont aussi geler les avoirs de la banque russe Sberbank et vont ajouter plusieurs personnalités et entités sur la liste noire européenne. Les États membres souhaitent enfin montrer qu'ils ne veulent pas mettre en danger la sécurité alimentaire mondiale. Depuis le début de la guerre, l'alimentation et les engrais sont complètement hors de nos sanctions. Aucune mesure restrictive n'affecte le commerce alimentaire et celui des fertilisants. Il est parfaitement possible pour nous que la Russie vende et que des consommateurs achètent des produits alimentaires et des engrais. L'accord européen permet aussi le déblocage de certains fonds gelés auprès des banques russes si ces avoirs permettent l'achat de produits agricoles ou alimentaires. Mario Draghi est tout proche de la sortie. Le Premier ministre italien a remporté le vote de confiance au Sénat, mais le boycott de ses principaux alliés de la coalition condamne les chances de survie du gouvernement. Les représentants du mouvement 5 étoiles, de Forza Italia et du parti de la Ligue de Matteo Salvini ont annoncé ce mercredi soir leur non-participation au vote de confiance. Ces désertions en masse pourraient conduire à la démission de Mario Draghi qui avait affirmé à plusieurs reprises qu'il ne resterait à son poste que s'il conservait un large soutien. Arrivé à la tête de l'exécutif en février 2021, Mario Draghi avait présenté sa démission le 14 juillet au président Sergio Mattarella, qui l'avait aussitôt refusé et lui avait suggéré d'obtenir la confiance du Parlement. Maintenant, c'est au tour du président italien de décider. Il pourrait demander la formation d'un nouveau gouvernement ou tout simplement dissoudre le Parlement, ouvrant ainsi la voie à des élections anticipées.
Les incendies continuent de faire rage sur plusieurs régions du sud-ouest de l'Europe, comme ici à Mursa, dans le nord du Portugal, ou encore au pied du mont Penteli, aux portes d'Athènes, où des habitations sont menacées par les flammes et où les vents violents compliquent la tâche des pompiers. En Gironde, dans le sud-ouest de la France, les deux feux qui ravagent la forêt depuis plus d'une semaine ont peu progressé ces dernières heures. Le président Emmanuel Macron s'est rendu à la Teste de Buch, une zone où plusieurs campings du bord de mer ont brûlé et où plus de 37 000 habitants et vacanciers ont dû être évacués. Il faut construire le jour d'après. Donc on va évidemment tout de suite lancer les travaux. C'est pas une chose facile. Pourquoi ? Parce que d'abord on sait les faiblesses qu'il y avait dans cette forêt. Non mais en termes de gestion, et donc il faut qu'on rebâtisse, en espèce qu'on ressème, qu'on fasse repousser, mais avec des règles différentes et des règles de prévention. En Espagne à présent, l'incendie en Catalogne, au nord de Barcelone, semblait s'être stabilisé après avoir détruit des centaines d'hectares de végétation et des habitations. En déplacement en Aragon, le Premier ministre Pedro Sánchez a lui évoqué les dangers de la canicule. Plus de 500 personnes sont mortes à cause des températures très élevées, dit-il, en plus de tout ce que nous vivons en termes de dévastation à cause des incendies. C'est pourquoi, compte tenu des jours très difficiles qui nous attendent pendant cette canicule, je demande à tous nos citoyens de faire preuve d'une extrême prudence. À Paris, des bouteilles d'eau ont été distribuées aux sans-abri pour les aider à surmonter la canicule, même si le sud-ouest de l'Europe profite actuellement d'une légère baisse des températures après plusieurs jours de chaleur extrême. Nous sommes au fond de ce qui était autrefois le lac Amara, qui est complètement asséché comme vous pouvez le voir. Et les seuls signes qu'il y avait une vie ici avant sont ce bateau de pêche abandonné et quelques oiseaux migrateurs qui avaient l'habitude de venir ici chaque année. Les raisons de ce paysage désolé, une grave sécheresse causée par le changement climatique. Il y a de nombreuses années, les autorités ont dévié le cours de la rivière Buzău pour arrêter les inondations dans la région. Il s'est asséché comme ça le long du chemin, car il n'y avait ni neige ni pluie. Le climat a changé sur tout ce continent. En Italie aussi, nous n'avons plus de neige comme autrefois. C'était beau ici, il y avait des pélicans, des cocotiers, des cormorans. Ils avaient à manger, c'était magnifique. Pour les autorités locales, il n'y a plus rien à faire pour lutter contre les effets du changement climatique. Le changement climatique ne nous donne plus l'espoir de revenir à quelque chose de naturel. Le problème est que nous n'avons plus assez d'eau dans la rivière. À 4 km d'ici, nous ne trouverons peut-être pas assez d'eau pour simplement nous rafraîchir le visage. Mais quelques ONG ne se résignent pas et demandent aux autorités de trouver une solution. Les étangs voisins tels que Balta Alba ou Balta Gerard pourraient subir le même sort. Actuellement, ils sont partiellement asséchés et les oiseaux y sont très stressés. Ils sont surpeuplés parce que ceux qui étaient ici ont déménagé là-bas. Il s'agit du lac Balta Alba qui jouxte le lac Amara et la sécheresse commence déjà à l'affecter. Comme vous pouvez le constater, les eaux se retirent et vous pouvez voir le fond du lac ici déjà asséché. Les météorologues roumains l'affirment, ce mois de juillet 2022 est le plus sec jamais enregistré dans le pays. Il ne cesse de jouer au chat et à la souris. Cette fois, c'est le Slovène Pogačar qui gagne la 17e étape du Tour de France. 139 km entre Saint-Gaudens et Péragude. Une 3e victoire d'étape qui lui permet de grignoter 4 secondes de bonification sur le Danois Vingegaard, mais pas assez pour lui ravir le maillot jaune. Le Danois, qui termine 2e de cette étape pyrénéenne dans la roue de son rival, est devant l'Américain Brandon McNulty, 3e. À 4 jours de l'arrivée à Paris, le Danois conserve la quasi-intégralité de son avance sur le double vainqueur en titre. Le Britannique Geraint Thomas consolide lui sa 3e place au classement général. À 23 ans, le Slovène veut encore y croire et tentera une nouvelle fois ce jeudi de franchir en premier la ligne d'arrivée. Au programme de cette 18e étape, du lourd, 143 km entre Lourdes et Hautacam avec 3 ascensions dont une inédite.